Et après, on pose notre question. Bonjour encore. Parfois, il y a moins de questions, du coup, parfois, quand ça se passe comme Voilà. ça. Si, si. Bon, Bernard Dufault, je représente les chambres de commerce et d'industrie des Landes et je ne vous parlerai ni de commerce ni d'industrie. Simplement, je voulais vous dire que je vous ai vu à la télévision, je ne pensais jamais vous voir en vrai. Que j'ai Confondez eu... pas avec Guillaume Néry. Hein. Non, 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 pas du tout. ça arrive souvent. Vous, je me rappelle des triangles. Et d'autre part, vous m'avez foutu la trouille et j'étais content d'entendre que vous aussi, vous avez la trouille. Donc, d'abord vous dire combien c'est admirable ce que vous faites. C'est vraiment le très haut niveau, c'est vraiment toujours bluffant. Demain, je vous poserai des questions techniques parce que je vais venir à l'atelier, donc je ne les pose pas là. La seule question que je vais vous poser, c'est après le haut niveau, quels sont vos projets? Et vos projets dans l'eau, d'ailleurs. Peut-être que vous allez revenir au loisir après le haut niveau. Oui, Dans l'eau. D'ailleurs, c'est une excellente question parce que quand on a fait un gros parcours à haut niveau, souvent on voit que les sportifs reviennent au loisir. Et ils vont faire leur sport pour le plaisir, en fait. Et donc oui, c'est quelque chose que je ferai probablement de plus en plus quand je serai définitivement retiré de la compétition. Parce que, en fait, je me suis retiré de la compétition en 2016, mais j'ai continué à organiser mes records. Donc j'étais quand même encore dans la performance et le haut niveau jusqu'à mars dernier. Donc j'ai arrêté la compétition, mais quelque part j'étais encore dans la compétition, même si c'était moi qui organisais ces compétitions. Donc le moment où je me retirerai concrètement de la compétition, sûrement que je serai beaucoup plus dans de l'exploration, de la plongée plaisir avec les copains, etc. Mais c'est déjà quelque chose que je mets en place dans mes projets, notamment avec un gros projet, là, enfin 2 gros projets que j'ai, qui sont une rencontre avec les orques en apnée, donc en Norvège, à Tromsø, donc dans les fjords de Norvège, où je vais partir à la rencontre des orques en apnée, voilà, le plus gros prédateur marin, parce que c'est un truc qui me fascine complètement. Et donc j'ai envie d'aller voir cet animal voilà, de mes yeux. Donc ça se passe dans de l'eau à 1 degré, il fait nuit 20 heures par jour, et puis il y a des trucs de 12 mètres, 10 tonnes qui traînent autour de nous en bouffant des harengs. Mais ils mangent des trucs grands comme ça, donc c'est ça qui est incroyable. Et en plus de ça, vous savez, ils les chopent, ils prennent que la chair, et puis ils recrachent les arêtes sur des machins grands comme ça, alors que le truc fait 12 mètres de long, quoi. Donc c'est assez marrant. Et voilà, donc c'est une drôle d'ambiance. Il y a des orques dans tous les sens, il y a des baleines à bosse, tout le monde est là, ça bouffe dans tous les sens. Voilà, donc c'est très impressionnant. J'ai très envie de voir ça. Donc là-dessus, on a un beau projet qu'on va sûrement monter, voilà, avec TF1 notamment, qui va nous accompagner là-dessus. Ce sera pour février normalement, fin janvier-février. Et j'ai aussi l'année prochaine un tour d'Europe, voilà, des plus beaux sites de plongée, lacs et mer, hein, que je vais faire sous la forme d'une mini-série en plusieurs épisodes, je pense, où là je serai accompagné de mon partenaire constructeur automobile, dont je tairai peut-être le nom, et qui va m'accompagner sur ce projet où on va faire le tour en voiture électrique en essayant de trouver des points de recharge un peu partout pour que ce soit un truc assez ludique, assez marrant à développer. Donc voilà, ça c'est un peu les 2 gros projets qui sont déjà des projets découvertes, où je suis en dehors de l'aspect performance. Et je pense que je vais monter de plus en plus de projets de ce genre, parce que en réalité, mon but, in fine, c'est de faire un petit peu ce tour du monde des océans que j'ai jamais vraiment eu le temps de faire. Alors j'ai vu plein d'endroits déjà extraordinaires, mais j'ai pas vraiment fait ce tour du monde et j'ai pas vraiment développé cette expérience au contact justement des océans, de ses beautés, de ses intérêts, et aussi des gens qui vivent grâce et autour de l'océan, et aussi évidemment des problématiques écologiques qui peuvent exister dans ces endroits-là. Et donc c'est vrai que souvent, on me propose par exemple sur des colloques ou des conférences de m'exprimer sur la protection des océans, l'aspect écologique, etc. Et en général, je refuse, parce que je ne me sens pas légitime pour parler de ça. Et quand je ne me sens pas légitime de traiter un sujet, je refuse tout simplement. J'aurais pu prendre un billet, aller parler de machin et faire l'imposteur, mais en fait je refuse catégoriquement de faire ça. Je préfère d'abord aller me confronter personnellement à tout ça en faisant ce tour du monde des océans, et ensuite je viendrai témoigner de ce que j'ai vu, etc. Par exemple, mon pote Guillaume, lui il le fait, parce qu'il a fait ce tour du monde 3 fois déjà, il a cette expérience, donc il peut s'exprimer sur ces sujets-là. Moi je refuse, parce que voilà, je ne l'ai pas encore fait. Et in fine, le but, c'est vraiment de faire ce tour du monde des océans. D'ailleurs, c'est un projet que j'ai de série documentaire, de faire un vrai tour du monde des océans en apnée pour
partir à la rencontre des gens qui vivent avec l'océan et comprendre leurs problématiques écologiques. Je pense par exemple à Tahiti, aux méthodes traditionnelles de protection de l'environnement. Là-bas, on a le rawi, vous savez, où ils ont ces jachères marines qui sont très intéressantes, par exemple. Donc, comprendre un petit peu les méthodes traditionnelles de protection des biotopes versus les méthodes modernes, pourquoi pas les croiser entre elles d'ailleurs, trouver des alliances qui peuvent se faire, etc. Et puis essayer de comprendre la manière dont les environnements sont impactés et de me confronter personnellement à tout ça. Et une fois que ce sera fait, autour du monde, vraiment, d'avoir vu plusieurs endroits, je pourrais m'exprimer là-dessus et répondre à ces questions-là. Mais voilà. Donc pour les projets, je dirais, je manque pas de projets. Mais les projets, c'est toujours facile d'en avoir. Des projets, c'est très très facile. Après, c'est les concrétiser qui est beaucoup plus difficile. Avoir le support médiatique, le support en sponsoring, monter une équipe, etc. C'est toujours ça qui est beaucoup plus difficile. Avoir des projets, j'en ai des centaines des projets, quoi. C'est trop simple d'avoir des projets. Bon, il faut déjà le faire, avoir des projets, avoir des idées, avoir des envies, parce que parfois on n'a même pas envie, on préfère être sur son canapé et devant sa télé. Ça arrive à des gens, d'ailleurs, j'ai aucun jugement là-dessus, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, déjà, j'ai les projets, moi, ça c'est certain. Par contre, maintenant, il faut réussir à les mettre en mouvement, quoi, en action, quoi. Bonjour. Bonjour, Je suis Aude Penouty, la fondatrice d'un bureau de conseil qui s'appelle Entada Textile et qui gère le développement durable et le textile. Moi, je serai à votre place demain après-midi, donc j'espère que ça va déjà de ce côté-là. Et merci d'avoir partagé les deux côtés de la médaille, parce que c'est pas facile de parler de peur. Et justement, la peur, ça m'intéresse beaucoup, parce que dans la navigation, et notamment dans les courses en solitaire, il y a un suivi psychologique et psychique qui est lié à comment on désintègre la peur du réflexe reptilien et comment on l'engage justement sur des réflexes de survie. Est-ce que c'est pas justement ce risque qui vous sauve la vie dans des moments difficiles? Alors, ok, je vais me rapprocher du micro déjà. Je vous disais que dans la préparation psychique et psychologique des traversées en solitaire des marins, il y a des psys qui les accompagnent pour justement désengager la peur du simple réflexe reptilien et l'engager sur la gestion de l'improvisation, etc. Et est-ce que c'est pas justement cette part qui vous permet de survivre dans les moments difficiles? Et est-ce que vous êtes accompagné psychologiquement hors compétition pour préparer tout ça? Non, j'ai pas été accompagné par un préparateur mental ou un psy sur ce genre d'aspect-là. Je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun et du passé de chacun et notamment de l'éducation qu'on a eue, etc. Il y a des gens qui ont une plus grande combativité que d'autres, une plus grande capacité de manière innée à sortir de leur zone de confort que d'autres. Et je pense que ça, c'est vraiment une question d'éducation. Il y a des personnes qui vont avoir besoin justement de cet accompagnement. D'ailleurs, j'ai des collègues apnéistes qui en ont. Moi, j'ai jamais vraiment eu besoin. Alors peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin d'ailleurs pour d'autres choses, ou même pour mon sport d'ailleurs. Hein. Mais pour l'instant, je ne ressens pas vraiment le besoin. J'ai réussi à gérer cette appréhension et cette peur seule. En réalité, il faut distinguer, je pense, deux notions très différentes. C'est l'angoisse et le trac. C'est pas pareil. Ou le stress. Quoique le stress et l'angoisse, ça peut être encore un petit peu plus proche. Mais il y a vraiment des notions différentes. Et c'est-à-dire que l'angoisse va être vraiment, je pense, quelque chose d'assez impactant qui peut être très négatif. En réalité, le trac ou le léger stress ou je dirais ce petit trac, lui par contre va être vraiment positif. Et moi je pense que j'étais plus face à un stress qui même parfois s'est manifesté de manière assez forte, plutôt que sur de l'angoisse profonde par rapport à ce record. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais plutôt dans un stress assez bénéfique qui m'a permis, pendant ma préparation, de me préparer du mieux possible et de justement réduire ce risque au maximum, et plus que sur de l'angoisse incapacitante qui me bloque complètement et me tétanise dans mon projet et qui me bloque dans ma progression, quoi, voilà. Donc je pense que c'est vraiment deux notions différentes et il faut jongler là-dedans, et je pense que autant le stress est très bénéfique, ou peut être bénéfique, si on arrive à bien le gérer.
autant des angoisses ou de l'anxiété, etc. Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler avec un professionnel pour désamorcer ces choses-là et pas que ça vienne justement parasiter dans les entreprises qu'on peut mener, quoi. Je pense que c'est vraiment deux notions différentes. J'espère que j'ai répondu à la question. Bonjour, Bonjour. Merci pour donc Leslie Chrétien, je travaille chez Board Riders, merci pour ce témoignage et merci à l'Eurocima aussi pour débuter avec cette conférence qui est très inspirante. Moi je vais revenir sur un terrain très terre à terre, que ce soit dans le sport ou le business, en perso ou dans une entreprise, comment on s'émancipe de la contrainte financière et de la peur du banquier à la fin du mois, parce que j'imagine que tu l'as eu aussi. Waouh. Vaste question, très complexe, je dois avouer. Alors, moins dans le foot, plus dans l'apnée, plus dans le surf sûrement d'ailleurs, aussi, au même titre que l'apnée. Waouh, par où commencer ? J'ai effectivement vécu dans l'illusion entre 2013 et 2016 que j'allais pouvoir devenir professionnel dans mon sport parce que ça y est, j'étais champion du monde et que ça y est, les portes allaient être ouvertes et que j'allais pouvoir m'entourer de sponsors, vivre de la compétition, etc. Évidemment, j'étais loin de la réalité qui m'attendait. Et en réalité, j'ai compris qu'aujourd'hui, un sportif de haut niveau qui n'a pas la chance d'être dans un sport où il y a des filières de professionnalisation concrètes, c'est-à-dire football, handball, basketball, peut-être volley, je ne sais pas, certains sports, évidemment Formule 1, golf et compagnie, ou même le surf, je pense à haut niveau aussi, en équipe de France par exemple, ou sur les meilleurs Français, il doit peut-être y avoir des voies de professionnalisation concrètes. En apnée, malheureusement, ça n'existe pas encore. Donc, il faut distinguer le sportif pro et l'athlète sponsorisé. C'est deux choses différentes. Le sportif pro va vivre de son sport, payé par un club, avec un salaire de club qui va lui permettre d'être rémunéré pour pratiquer son sport, tout simplement. Un athlète sponsorisé, c'est un athlète qui va vivre en tant qu'égérie de marque, avec des sponsors qui vont se servir de son image pour communiquer et qui va pouvoir vivre de ça. Les footballeurs, par exemple, sont les deux, c'est-à-dire qu'ils sont sportifs professionnels et athlètes sponsorisés. D'accord ? Nous ne sommes que athlètes sponsorisés, c'est-à-dire qu'on n'est pas sportif professionnel. Et athlète sponsorisé, c'est un bien grand mot, parce qu'en réalité, on n'est pas uniquement rémunéré par des sponsors pour faire notre sport. En réalité, on est entrepreneur. C'est-à-dire qu'on propose à ces sponsors des projets de communication ambitieux, qui ont un énorme potentiel, parce qu'on a la chance d'être dans un sport très visuel, très esthétique, éco-engagé, avec une notion de performance, de dépassement de soi, qui fait rêver le public en plus. Dès qu'on parle d'apnée à la télévision, on pète les scores d'audience, tout le monde veut savoir comment ça marche, comment on fait, c'est mystérieux, il y a une magie qui se dégage derrière, etc. Donc on a cette chance-là, ce qui fait qu'on propose en fait à nos partenaires des projets de communication à haut potentiel, et en fait on vit grâce à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est même pas athlète sponsorisé pour faire notre sport. On est athlète sponsorisé parce qu'on propose des projets et du contenu, de la création de contenu à nos partenaires. En plus de ça, on est conférencier. En plus de ça, on propose des interventions en entreprise pratique. En plus de ça, évidemment, on gère l'aspect rayonnement médiatique qui va avec tout ça. C'est un serpent qui se mord la queue, hein. C'est toujours un étroit billard à trois bandes entre un rayonnement médiatique, accompagnement de sponsoring et quotidien de l'athlète, je dirais. Parce que si on n'a pas vraiment de sponsor, on ne peut pas déclencher de visibilité médiatique, parce qu'il faut pouvoir se payer une attachée de presse, et ça coûte très très cher. Et on n'a pas de visibilité médiatique si on n'a pas de sponsor pour monter des projets. Donc au début, c'est très difficile en réalité. Et c'est un vrai cercle vicieux où le serpent se mord la queue comme ça et on ne sait pas comment s'en sortir. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui déclenche au début où quelqu'un fait confiance, dit OK, je t'accompagne là-dessus, je te fais confiance. Et si ça fonctionne, là après, la machine peut se mettre en route. Et après, c'est beaucoup moins compliqué parce qu'effectivement, une fois qu'on a un projet où on a un accompagnement financier, conséquent bien sûr,
on peut avoir un vrai rayonnement médiatique. Le vrai rayonnement médiatique va apporter de la visibilité. La visibilité va faire plaisir à de nouveaux sponsors qui vont s'investir parce qu'ils voient qu'il y a une visibilité. Et après, la machine est lancée. Mais ça, c'est une machine qui est très difficile à mettre en route et sur laquelle, en plus, il est difficile de communiquer. Parce que quand on est un athlète et qu'on débute, il faut savoir que personne ne veut de quelqu'un dont personne ne veut. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que dans les médias, il ne faut surtout pas dire qu'on galère. Il faut dire qu'on est bankable, que tout le monde nous veut et nous recherche, qu'on a des projets incroyables, que oui, on a déjà eu de belles propositions, mais qu'on est ouvert à la négociation si quelqu'un se présente. Et c'est que ça, en fait. Mais c'est très, très délicat. Et d'ailleurs, un jour, je ferai peut-être des conférences sur le sujet, parce que c'est un truc que j'ai vraiment rodé, quoi. Mais ça passe par toute cette adaptation qui est infiniment complexe, où il faut jouer avec la psychologie des gens, il faut jouer avec l'image, il faut être force de proposition pour des projets ambitieux, il faut être vendeur, il faut être producteur, il faut avoir un bon réseau. Et tout ça, une chose est sûre, c'est que ça met du temps à se mettre en place et que le meilleur acteur de tout ça, c'est le sportif lui-même. Au début, ça ne sert à rien de se faire accompagner par des agents, des machins, des trucs. Ça ne sert à rien. Il faut le faire soi-même. Et quand on a la notoriété qu'il faut et que on bascule sur cette fameuse frontière, cette fameuse brèche entre je vais chercher des partenaires et les partenaires viennent me chercher, qui est le moment de bascule décisif dans une carrière de sportif. C'est le moment où du jour au lendemain, je ne vais plus chercher des sponsors, mais c'est les sponsors qui viennent me chercher. À partir de là, on peut se faire entourer d'une équipe qui va gérer les contrats. Mais avant ça, ça ne sert à rien en fait. Il faut se battre, proposer des projets, rencontrer des bonnes personnes, faire du réseau, et tout ce que j'ai listé juste avant. Mais c'est un vrai sujet hyper intéressant. Et surtout, ce que je peux souhaiter, moi, aux jeunes sportifs qui se lancent et qui ont de l'ambition, c'est de s'accrocher et de surtout pas baisser les bras. Ça peut être très très long et très très dur. Mais voilà, il faut se battre. Et Arthur, j'imagine qu'on ne gagne pas beaucoup de prize money dans les compétitions d'apnée. Non, il n'y a pas de prize money en compétition d'apnée. On fait ça pour la gloire, mais pas pour la fortune. Et on fait ça. Mais alors, c'est important de toute façon, dans quelque sport que ce soit, de se faire sa légitimité avant. C'est-à-dire que c'est important d'aller faire les titres, c'est important de faire les records, même si on ne gagne rien, parce que c'est ce qui permet de bâtir une base solide qui nous permet ensuite de développer des projets, d'aller s'exprimer devant des gens, d'agglomérer des médias, des sponsors autour de soi pour des projets qui soient d'ailleurs sportifs ou de découverte ou de sensibilisation, etc. C'est important de se faire une base de légitimité, de crédibilité, en performant dans son sport quand même. On ne devient pas athlète sponsorisé si on n'a rien fait. il faut d'abord performer, bien sûr, évidemment. C'est très important. Bon. On continue. Merci Arthur. D'abord, c'est super inspirant et on te suit sous l'eau. C'était vraiment Jean du surf business aussi. Pardon. J'ai 2-3 questions. Il y en a plein. C'est quoi cette histoire de blonde à la machine à café là? Non, ça c'était une blague. Non, je voulais savoir si tu avais parce que tu es blond. Non, pour des conseils. Je voulais savoir si toi tu nages à l'horizontale, que je ne connaissais pas cette discipline sous l'eau, si jamais, parce qu'on a rencontré aussi Guillaume Néry, on a eu cette chance, si tu n'as pas l'envie de faire des records dans l'autre sens. Ça c'est une question, attends je finis, pardon. Et après dans la vidéo on t'a vu avec une espèce de harnais, sac à dos blanc, un espèce de truc comme des poids que tu avais sur le dos, je voulais savoir ce que c'était quoi. Oui, la quête de la profondeur est un de mes projets. Je travaille actuellement sur 60-70 mètres, ce qui me va très bien pour le moment. La profondeur est une discipline radicalement différente de l'apnée dynamique, donc la distance. Les meilleurs dans l'un ne sont pas du tout les meilleurs dans l'autre et vice-versa. En termes d'engagement mental, c'est deux trucs qui n'ont rien à voir. La profondeur va être beaucoup plus axée sur la capacité de relâchement, et je dirais la prise de risque, même si elle est relative, qu'il faut réussir à gérer mentalement. L'apnée dynamique va être beaucoup plus axée sur la gestion de l'envie de respirer et le dépassement mental que ça impose. Parce qu'en réalité, en profondeur, on n'a pas tant que ça envie de respirer.
Et en réalité, de l'autre côté, en dynamique, on n'a pas vraiment de prise de risque. Donc, voilà, il y a les avantages et les inconvénients de chaque discipline. Alors moi, là, par exemple, sous la glace, je cumulais tous les problèmes. C'est-à-dire que j'avais très envie de respirer, mais il y avait aussi de la prise de risque, parce que je ne pouvais pas sortir quand je voulais. Donc je cumulais un petit peu tout. Mais donc voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Je dirais que moi, ce que je trouve qui est plus difficile, c'est vraiment la distance. D'ailleurs, tout le monde le sait, personne ne le dit, hein, même les apnéistes en mer, hein, en profondeur, le savent aussi. J'en discute très souvent avec Guillaume, avec qui je suis assez pote, on s'entraîne ensemble, enfin, on se voit tout le temps. Il est à 100% d'accord avec moi. Hein, l'apnée dynamique, c'est ce qu'il y a de plus dur mentalement, parce qu'il y a une grosse gestion de l'envie de respirer. On a très envie de respirer, on nage très longtemps. Mes plus grosses performances en bassin, c'est 4 minutes 50 de nage. Donc c'est très long. Et quand on a envie de respirer assez vite, en plus, il faut vraiment réussir à tenir et à travailler sur cette envie de respirer. C'est un travail mental. C'est vraiment du dépassement mental à l'état pur, quoi. Alors qu'en profondeur, on est beaucoup plus sur une notion de plaisir, pour le coup, même à haut niveau, où on est dans l'abandon, le relâchement. Et en fait, vous savez, on coule à partir de 20 mètres, donc on n'a plus besoin de nager, donc on est sur une phase passive jusqu'au fond. En plus de ça, la compression fait qu'on est en hyperoxygénation, donc au fond, on n'a pas vraiment envie de respirer, c'est plutôt bien, plutôt agréable. Et puis, il y a la phase de remontée, évidemment, qui est intense, mais sur un laps de temps quand même beaucoup plus court que ce qu'on peut connaître en dynamique. Et donc, voilà, la gestion de l'effort, mentalement, en tout cas, n'est pas du tout la même. Alors après, il faut gérer la prise de risque, évidemment, le relâchement, qui est très important en profondeur, qui est vraiment difficile à gérer, la compensation, bien sûr, des oreilles, qui est hyper difficile à gérer aussi à partir de certaines profondeurs. Et ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça, voilà, deux disciplines. Ah oui, et que la progression en profondeur, je répondrai à ton autre question après, la progression en profondeur est beaucoup plus lente aussi, parce qu'il faut habituer les tissus, notamment des poumons, à la compression, et surtout pas aller trop vite, sinon on peut faire des œdèmes, tout simplement. Notamment à partir de certaines profondeurs, notamment à partir des profondeurs sur lesquelles je travaille en ce moment, où il faut vraiment y aller progressivement. C'est un travail qui peut demander des années pour que le corps s'acclimate à la compression. Alors qu'en bassin, si tu as les capacités mentales pour y arriver, très vite tu peux faire des performances à un niveau mondial. En profondeur, il faut vraiment prendre en compte cette notion d'acclimatation à la compression qui demande du temps et de l'adaptation. Donc voilà, et pour répondre à ta deuxième question, donc, ce qu'on voit autour de mon cou, c'est du lestage, tout simplement. Voilà, c'est du plomb. C'est un plomb de cou, on appelle ça comme ça. On se leste au niveau du cou parce qu'évidemment on se gonfle d'air, donc on est gonflé au niveau des poumons. Et donc en fait, en étant que là c'est ma tête, eh ben, en gros on va flotter, on va être flottabilité positive avec la tête qui va remonter d'abord. On se leste au niveau du cou pour pouvoir équilibrer tout ça et être bien droit sous l'eau, pour pouvoir fuser dans l'eau. Bonjour, merci pour ton intervention. Quentin. Ouais, pardon. Non, c'est juste, ce sera la dernière parce qu'on est à 11h, donc si on veut rester dans le timing, voilà, allez-y Quentin. Ok, Quaeso, donc moi je suis entrepreneur pour Quaeso qui aide les marques à faire de la co-création et engager leur communauté par la co-création. J'avais une question à te poser, tu as parlé de ta gestion de la peur, et comment est-ce que tu gères la gestion de la peur de ton entourage, famille et amis, sur lequel tu as évidemment moins de prise. Et j'ai une deuxième question, quand on s'est entraîné 3 ans pour un projet pareil, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a accompli, et cette sensation de vide que je m'imagine quand toute sa vie a été organisée autour de cet objectif? Très très bonne question. Alors les autres, ma famille, mes proches, j'ai eu du mal à percevoir leur inquiétude, sauf mon père, qui était très inquiet. Mais j'ai eu du mal à vraiment ressentir ça, en fait, ils me font confiance. Parce que depuis le début de ma carrière, sur tous mes records, je ne suis jamais sorti limite. Donc ils savent que je maîtrise à peu près mon domaine. Même si là, ils ont vu que j'étais particulièrement inquiet sur ce record. Je pense que c'est ça qui a d'ailleurs éveillé les craintes de mon père, par exemple. J'ai eu du mal vraiment à ressentir ça. Et mon père, j'avais tendance à essayer de... en fait, c'est assez dégueulasse ce que je vais dire, mais il fallait que je fasse abstraction de ça, quoi, parce que sinon, ça venait me faire encore plus peur, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, quand on a peur et que le mec, notre proche qui est à côté de nous a peur aussi pour nous, bah, ça nous fait encore plus peur, quoi. Donc il fallait que je me détache un petit peu de ça et que j'essaye de rester dans mon truc. Donc voilà comment j'ai géré en tout cas ce proche qui était inquiet. Les autres ne l'ont pas montré. Alors ma copine s'est effondrée en larmes après, évidemment, une fois que c'était fait. Mais avant, elle était
elle montrait rien, puis elle était hyper forte. Donc c'est voilà comment j'ai géré de manière assez simple en réalité. Tous les autres, tout le monde y croyait, tout le monde était super content. Les gens qui avaient peur, il n'y en avait que très peu en fait. C'est surtout moi qui avais peur, quoi. Et l'après, c'est très difficile. C'est-à-dire que pendant 3 ans, tous les jours, j'ai été focalisé sur ce record avec une préparation hyper prenante, 4 fois par semaine dans de l'eau froide, à faire de l'acclimatation au froid tous les hivers, 3 séances d'apnée en bassin par semaine, préparation physique, donc vraiment un entraînement quasiment 7/7. En plus, à côté de ça, gérer la logistique, l'organisation, monter les équipes, rechercher des partenaires, retourner voir ces partenaires, retourner les voir encore une autre fois, et puis y retourner encore 10 fois. Faire la même chose pour la couverture médiatique, essayer de s'assurer une bonne couverture médiatique, monter une équipe de tournage pour faire un documentaire sur le projet, trouver une boîte de prod, trouver des sponsors qui veulent financer le projet, etc. C'est un truc monstrueux. Donc en fait, pendant 3 ans, c'est du tous les jours, et c'est vrai que quand ça s'arrête du jour au lendemain, c'est tout de suite se retrouver avec tout ce qu'on a pu occulter pendant 3 ans qui revient. Voilà, c'est-à-dire les pensées, l'introspection, tous les tracas qu'on peut avoir au quotidien, que tout le monde peut avoir, et moi y compris d'ailleurs, sur plein de choses qui ont été occultées complètement pendant 3 ans et qui en fait ressurgissent d'un coup comme si on ouvrait la bouteille de Perrier. Et voilà, puis ça revient, d'un coup il n'y a plus rien qui occupe l'esprit, et en fait ça c'est là et ça revient d'un coup. Et donc il a fallu que je travaille beaucoup sur l'après, où je me suis senti assez mal d'ailleurs, et puis à enchaîner grippe, rhume, machin, me blesser à l'entraînement. Enfin, c'est marrant, comme on est super prêt pour un projet, le corps est hyper fort, l'esprit est super fort avant le projet quand on est dans la prépa, et d'un coup quand c'est fini, en fait, tout se casse la gueule, quoi. Et donc j'ai vraiment vu la différence. Et j'ai travaillé dessus, j'ai commencé à imaginer de nouveaux projets, j'ai commencé à faire de plus en plus de conférences, d'interventions en entreprise aussi pour partager mon expérience sur ce que j'avais vécu. Donc ça a commencé à me stimuler, puis le rayonnement médiatique, etc. Donc heureusement, ça m'a remis dans quelque chose avec des objectifs. Mais il y a une vraie traversée du désert qui est pas évidente. Voilà, qui est pas évidente. Et qui, selon les individus, je pense, c'est plus ou moins facile à gérer. Les gens qui n'ont pas de problème, ils n'ont pas de problème. Et les gens qui se posent des questions, c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'ils peuvent se poser des questions. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup, Arthur. On pourrait continuer comme ça, j'imagine.